Donc bonsoir à toutes et tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc ce webinaire qui ce soir est co-organisé par la chaire Assurabilité des risques émergents, qui est donc une chaire entre Alliance France, NSAE et Fondation du risque, et le groupe de travail Anticipé en univers incertain. Donc le sujet, il est bien sûr d'un grand intérêt dans le suivi de nombreux risques biométriques ou associés plus généralement à la santé. Et on est donc très heureux d'avoir avec nous ce soir Marion Leroutier, qui est donc chercheuse au CREST à l'ENSAE et qui va donc nous parler de la question du coût de la pollution atmosphérique pour les travailleurs et les entreprises. Marion, peut-être juste avant de laisser la parole à Marion, juste pour préciser, bien entendu, que vous pouvez poser toutes vos questions au sein du chat. Pour mieux les organiser, sans doute on y répondra à la fin. En tout cas, voilà, je ferai le modérateur de ces questions. Voilà, Marion, merci beaucoup et je te cède la parole. Merci beaucoup Olivier. Donc merci à la chaire et à l'Institut des acteurs pour l'organisation de ce webinaire. Je suis ravie d'avoir l'occasion de vous présenter les résultats de cette recherche. Donc mes diapositives vont être en anglais, mais je vais m'exprimer en français puisque je crois comprendre qu'on a une audience majoritairement francophone. Donc, il s'agit d'un travail de recherche en économie de l'environnement qui s'attache à essayer d'estimer à quel point la pollution atmosphérique et plus particulièrement la pollution aux particules fines, qu'on appelle aussi PM2.5, représente non seulement un coût pour la santé des individus, mais également un coût pour la performance des entreprises, pour les entreprises et in fine pour l'économie dans son ensemble. Donc pour introduire la question, je pense qu'il est assez utile de se pencher sur deux articles de la presse généraliste relativement récents. Donc celui de gauche qui nous rappelle à quel point, en fin de compte, la pollution atmosphérique, c'est un problème pour la santé, non seulement dans des pays et des contextes très pollués comme les grandes capitales d'Asie du Sud ou la Chine ou l'Inde, mais également à des niveaux de pollution relativement faibles. Donc les dernières recherches épidémiologiques et toxicologiques montrent bien que, y compris à des niveaux de pollution relativement modérés, comme en Europe, au Canada, qui est ici l'objet de cet article, ou aux États-Unis, il y a quand même un coût important pour la santé des individus de vivre dans des zones avec un peu de pollution. Et l'article de droite, en fait, nous souligne certains résultats relativement récents de la recherche médicale qui montrent qu'au-delà des effets que peut avoir l'exposition à la pollution sur la santé respiratoire, qui est maintenant assez bien connue du grand public, comme le fait que ça va provoquer des crises d'asthme, l'exposition à la pollution peut en fait également affecter la cognition des individus. Donc là, il s'agit d'une étude qui parle en particulier d'une étude sur les personnes âgées, en particulier les hommes âgés, mais il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de recherches récentes qui montrent que pour tout genre et pour toute catégorie d'âge, être exposé à un air pollué, ça va aussi impacter la rapidité de la réflexion, la prise de décision, et c'est aussi lié avec voilà, la perte de facultés cognitives, et notamment avec la survenue de la maladie d'Alzheimer. Donc tout ça fait que aujourd'hui, on a un tableau assez clair sur le fait que la pollution va impacter non seulement la santé physique des individus, mais aussi leur performance cognitive. Et ce qu'on se demande dans cet article, c'est à quel point ces effets de la pollution de l'air sur des individus vont avoir des répercussions sur les entreprises. Et ce qu'on a en tête, c'est qu'on a en fait trois principaux mécanismes par lesquels les effets de la pollution de l'air sur les individus vont pouvoir avoir des répercussions sur les entreprises et mener notamment à des pertes de vente et des pertes de chiffre d'affaires, tout simplement. On a en tête, d'une part, que les individus en tant que travailleurs vont être, quand ils sont impactés par la pollution de l'air, ça va avoir des répercussions potentiellement sur le fait qu'ils se rendent au travail, tout simplement. Donc la pollution va potentiellement réduire le nombre d'heures travaillées en menant à une augmentation des arrêts maladie parmi les travailleurs affectés par cette pollution.
Et par ailleurs, quand bien même les travailleurs continuent de se rendre au travail parce que la pollution n'est peut-être pas assez forte ou qu'ils n'ont pas des symptômes suffisamment élevés, euh, on peut aussi soupçonner que la pollution va réduire leur productivité conditionnellement en fait de continuer à se rendre au travail. Par ailleurs, les individus sont non seulement des travailleurs, mais aussi des consommateurs. Et pour toutes les entreprises qui servent des consommateurs finaux, on a aussi en tête que la pollution peut représenter un choc sur la demande. Donc, par exemple, si les consommateurs sont avertis du fait que la pollution est à des niveaux élevés, ils peuvent renoncer à certains actes de consommation, notamment la consommation un petit peu discrétionnaire, comme se rendre dans des cafés, dans des restaurants, etc. Mais aussi dans la mesure où les consommateurs peuvent faire face à des dépenses de santé supplémentaires liées à l'effet de la pollution sur leur santé physique, ça peut tout simplement avoir un effet sur leurs revenus disponibles et donc baisser le revenu disponible pour des consommations moins essentielles comme le shopping, etc. Et on va essayer dans cet article de capturer le plus finement possible à la fois comment la pollution affecte la performance des entreprises dans son ensemble, mais aussi par lequel de ces trois mécanismes cela opère. Mais on va dans le même temps se heurter à différents défis méthodologiques qu'on va essayer de surmonter par cette étude statistique et économétrique. Et ces défis ils sont en fait assez simples à comprendre. Il y a d'une part le fait que la pollution atmosphérique, c'est en fait une pollution qui est produite par les humains, par leurs activités économiques. Et nous, on essaye ici de capturer vraiment à quel point euh, quand on est dans un endroit pollué, ça va causalement impacter la performance des entreprises et par quel mécanisme, donc dans quelle mesure ça va causalement affecter l'absentéisme ou les arrêts maladie des travailleurs. Mais on a aussi en tête que euh, des entreprises avec une activité plus florissante ou qui produisent beaucoup à une certaine période donnée vont aussi contribuer elles-mêmes à la pollution. Et donc on va avoir un problème assez classique en économétrie de causalité inverse. Et donc, on va devoir adapter une méthode d'estimation des effets de la pollution ici qui tient compte de ce risque d'endogénéité de la pollution au niveau d'activité économique. Et deuxièmement, on a un autre défi qui est plutôt un défi de l'ordre de la disponibilité des données et la fiabilité des mesures que l'on a de la santé des travailleurs et de la performance des entreprises, dans la mesure où voilà, c'est assez rare d'avoir des bases de données qui nous permettent, pour un échantillon suffisamment important d'entreprises représentatives de l'économie, de voir à la fois euh, à une granularité temporelle assez fine quel est l'état de santé des travailleurs et quelle est la performance des entreprises. Et cela explique notamment pourquoi, bon, dans la littérature en économie et dans l'état des connaissances scientifiques actuelles, on a eu en fait souvent des études de cas plutôt, c'est-à-dire des chercheurs qui sont allés collecter des données très précises, typiquement dans des usines. Et typiquement aussi plutôt dans des pays émergents à fort niveau de pollution comme la Chine ou l'Inde, ils sont allés collecter des données très fines sur la productivité horaire des travailleurs. Donc, typiquement, dans certaines activités de service ou de l'industrie, c'est plus facile d'avoir des données issues d'une usine sur vraiment le nombre de pièces produites par heure et d'observer ainsi un lien, une corrélation et une causalité entre les niveaux de pollution ambiant et à quel point on arrive à produire de textiles par heure, ou il y a une étude connue sur les call centers en Chine, où on peut mesurer vraiment finement pour chaque personne travaillant dans un call center combien d'appels elle arrive à passer par heure. Donc ça nous donne une idée de la productivité horaire. Mais toutes ces études ne nous renseignent pas du tout sur, à l'échelle d'une économie entière et qui couvre tous les secteurs représentatifs de l'économie, quel va être l'effet moyen de la pollution sur la performance des entreprises, la productivité des travailleurs et leur absentéisme. Donc c'est là où on essaye de contribuer, en étudiant aussi le cas de la France, qui est du coup un contexte avec un niveau de pollution plutôt modéré par rapport notamment à la Chine et à l'Inde. Et on va ici étudier à quel point ce qu'on appelle des chocs de pollution de l'air de court terme, donc ça veut dire on va étudier des variations euh, chaque mois de la pollution, et on va s'interroger sur à quel point les mois où il y a plus de pollution dans une municipalité donnée en France, à quel point ça va causalement affecter
les arrêts maladie des travailleurs de cette municipalité, ainsi que les ventes, enfin le chiffre d'affaires des entreprises où ils sont employés en employant une méthode qui s'appelle une méthode de variable instrumentale sur laquelle je ne vais pas forcément m'étendre aujourd'hui parce que je crois que ce n'est pas forcément l'idée de ce webinaire, mais cette méthode nous permet en fait de faire confiance dans le fait qu'on va vraiment estimer une causalité entre le fait d'avoir plus de pollution et nos variables de résultats qui sont ici l'absentéisme des travailleurs ou les ventes des entreprises. Donc, pour vous donner une idée des résultats d'ores et déjà, ce qu'on va trouver dans cet article, c'est que, en fait, la pollution de l'air, euh, même capturée au niveau mensuel, elle va être délétère pour à peu près toutes les entreprises de l'économie, quels que soient les secteurs, mais je reviendrai plus tard sur les différences entre grands secteurs de l'économie, dans la mesure où si à un mois donné, on a 10% de plus de pollution telle que mesurée par le niveau de particules fines ambiant, ça va en fait baisser les ventes des entreprises les 2 mois suivants d'environ 0,7% en moyenne. Donc ça peut sembler négligeable comme ça, mais en fin de compte, quand on additionne ceci pour toutes les entreprises de l'économie, ça fait beaucoup de pertes de chiffre d'affaires. Et on va avoir des effets qui sont assez hétérogènes entre les secteurs de l'économie. Ensuite, quand on s'intéresse aux mécanismes, donc j'avais mentionné ces 3 mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi on va avoir une baisse de la performance d'entreprise et des pertes de vente quand il y a de la plus de pollution. On va pouvoir vraiment investiguer précisément la contribution de l'absentéisme lié aux arrêts maladie et on va trouver qu'en effet, un mois qui est plus pollué, ça va aussi affecter l'absentéisme des travailleurs et ça va augmenter les arrêts maladie d'1% environ le même mois. Mais ce qu'on trouve aussi, c'est que c'est pas du tout le seul mécanisme qui nous permet d'expliquer l'entièreté des pertes de chiffre d'affaires et des pertes de vente des entreprises. Et donc, ça suggère que quand on a un mois ou une période plus polluée, on va aussi avoir des pertes de productivité des travailleurs qui continuent de se rendre au travail, ceux qui ne sont pas en arrêt maladie, et on va aussi avoir a priori une baisse de la demande de la part des consommateurs, ce qui est particulièrement saillant dans les secteurs où la demande est locale, tels que la grande distribution ou le secteur du commerce de détail. À la fin, on essaie de mieux comprendre l'ampleur et la magnitude de ces effets qu'on capture ici assez finement dans cette analyse économétrique. Et on trouve en fait que, en extrapolant à partir de nos résultats que je viens de mentionner, si la France respectait les recommandations de l'OMS en matière de maximum de niveau de particules fines auxquels les gens sont exposés à court terme, ce qui implique de baisser de 25% à peu près les niveaux de particules fines en France, ça aurait pu éviter des pertes de vente qui sont équivalentes à entre 7 et 10 milliards chaque année en termes de valeur ajoutée. Et ça, c'est très conséquent à l'échelle de l'économie française, mais c'est aussi quelque chose qu'on a envie de comparer par rapport à combien ça coûterait à l'économie d'essayer de baisser ces niveaux de pollution, puisqu'à nouveau, la pollution, c'est aussi un coproduit de l'activité économique. Et donc, il y a bien des entreprises qui devraient payer pour investir dans des technologies moins polluantes, ce qui permettrait de baisser ces niveaux de pollution de 25%. Et on trouve qu'en fait, les bénéfices en termes de valeur ajoutée supplémentaire liés à la baisse de la pollution, ils sont à peu près, enfin, même ils excèdent plutôt, mais disons, ils sont équivalents, voire ils excèdent les coûts d'investissement qui seraient nécessaires pour arriver à cette baisse de pollution de 25%. Donc ça veut dire que c'est plutôt dans l'intérêt de l'économie, en tout cas prise dans son ensemble, de mener ces investissements pour baisser le niveau de pollution. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on a beaucoup l'habitude, notamment dans le débat public, de mentionner plutôt les effets vraiment sur la santé de la pollution. Et donc on va avoir beaucoup d'études, notamment qui regardent à quel point la pollution de l'air, ça va causer de la mortalité. Donc on cite très souvent ce chiffre en France des 40 000 morts associés à la pollution de l'air aux particules fines en France. Et en fait, si on donne une valeur monétaire à cette mortalité, et en se concentrant sur la mortalité des personnes âgées plus spécifiquement, on trouve que on a à peu près aussi
7 milliards d'euros associés à cette mortalité prématurée. Donc il ne s'agit pas ici de dire évidemment que c'est équivalent ce coût de la pollution en termes de mortalité et le coût en termes de pertes pour l'économie française, mais il s'agit plus de dire que quand on ne tient pas compte de ce coût plus large de la pollution atmosphérique pour l'économie, on passe à côté d'une fraction assez importante finalement de combien coûte à la société, en prenant en compte plein de dimensions de ce problème de la pollution de l'air. Voilà. Donc, après cette longue introduction, je pense que je vais pas m'attacher trop ici à la contribution de ce papier dans la littérature académique, puisqu'à nouveau, je pense que c'est pas l'objet de ce webinaire, mais je suis ravie de répondre à des questions s'il y en a. Donc, je voudrais rentrer un petit peu plus dans le détail du papier et notamment peut-être peut-être ce qui est un rappel ou juste préciser ce qu'on entend ici par pollution de l'air. Donc, ici, on parle vraiment de la pollution atmosphérique locale qui est mesurée en France et régulée pour plusieurs types de polluants. Mais ici, on s'intéresse plus particulièrement à la pollution aux particules fines. La raison étant que c'est un des polluants les plus graves pour la santé. Notamment parce que les particules fines, et on dit 2,5 parce que c'est la taille maximale de ces particules pour entrer dans la catégorie de PM2,5, elles sont tellement fines qu'elles pénètrent en fait très facilement, assez profondément dans le corps humain et notamment dans les bronches, dans l'appareil respiratoire, mais elles peuvent aussi, étant donné leur finesse, arriver à pénétrer dans le cerveau, ce qui est le mécanisme par lequel, in fine, elles peuvent avoir des effets sur la cognition. Et elles peuvent aussi assez facilement pénétrer à l'intérieur. Donc, quand bien même on mesure cette pollution principalement à l'extérieur, en fin de compte, c'est pas parce que, enfin, quand on travaille dans un bureau à l'intérieur, on peut quand même être affecté par cette pollution. Il y a une étude plutôt d'ingénierie qui montre qu'à peu près 70% de la pollution qui est à l'extérieur, elle va facilement pénétrer dans les bâtiments à l'intérieur. Une deuxième caractéristique de cette pollution à avoir en tête, c'est que c'est aussi une pollution qui va facilement voyager dans l'atmosphère. Donc, quand bien même elle est émise très localement, elle va notamment être dispersée par le vent. Et ça explique aussi pourquoi on va utiliser en fait des directions du vent pour essayer de trouver une façon d'aboutir à une relation de causalité entre les niveaux de pollution et la performance des entreprises. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en France, et peut-être c'est quelque chose dont vous avez entendu parler aussi récemment, la bonne nouvelle, c'est qu'en France, les niveaux de particules fines ont assez considérablement baissé au cours des années 2000 et 2010. Donc ici, je vous montre en bleu la moyenne de l'exposition aux particules fines pour tous les salariés de notre échantillon qui sont représentatifs de tous les salariés français. Donc vous pouvez considérer que c'est la moyenne de l'exposition de l'ensemble des salariés du secteur privé en France au niveau de particules fines. Et ceci entre janvier 2009 et décembre 2015, puisque nos données, malheureusement, s'arrêtent en décembre 2015. Donc, notre étude est valide sur cette période d'il y a maintenant presque une dizaine d'années. Et on voit en bleu que à la fois on a une forte saisonnalité dans les niveaux d'exposition. Donc ces niveaux sont mesurés en termes de microgrammes par mètre cube dans l'air, de la densité de ces particules. Et donc on oscille à peu près en moyenne, on est à 15 microgrammes par mètre cube sur toute la période, mais on voit qu'on a des pics plus fréquents l'hiver qui correspondent à des périodes où c'est plus pollué. Et on peut aussi contraster ces niveaux d'exposition par rapport à deux seuils qu'on va dire de référence. Donc, le premier, c'est les préconisations de l'OMS, qui sont leurs préconisations les plus strictes sur voilà, la recommandation de ne pas excéder 15 microgrammes par mètre cube en termes d'exposition chaque jour aux particules fines. Pour vous rassurer, enfin, il n'y a aucun pays dans le monde en fait qui remplit cette condition, hein. C'est un seuil qui n'est atteint nulle part. Mais donc en France, 40% du temps à cette période-là, on excédait ces seuils. Et le deuxième seuil, c'est la ligne noire ici qui vous montre actuellement en Europe quel est le standard réglementaire sur les niveaux de pollution aux particules fines que les municipalités typiquement ne doivent pas excéder et qui est en fait beaucoup plus lax que les préconisations de l'OMS. Donc, ce qu'on a en tête, nous, sur comment
la pollution de l'air va in fine impacter les entreprises et notamment leur chiffre d'affaires, puisque nous, on va avoir des données sur les chiffres d'affaires des entreprises au niveau mensuel. J'ai déjà mentionné ces trois mécanismes qu'on a en tête, donc l'effet absentéisme, l'effet productivité et l'effet demande. Donc juste pour apporter quelques précisions, quand on parle ici de l'effet d'absentéisme, ce qu'on va vraiment capturer dans nos données, c'est les arrêts maladie des travailleurs. Et ce qu'on a en tête, c'est que les arrêts maladie des travailleurs, ça peut baisser les ventes des entreprises tout simplement euh, du fait de la réduction de nombre d'heures travaillées par les salariés en arrêt maladie, mais potentiellement aussi via un effet indirect qui est que des travailleurs absents peuvent perturber l'ensemble du processus de production, notamment s'il y a des fortes complémentarités entre différents postes de travail. Mais d'un autre côté, quand les salariés sont en arrêt maladie, il y a les indemnités journalières de la sécurité sociale qui font que l'entreprise doit seulement compenser en partie le salarié pour son absence dans le cadre d'accords collectifs. Donc, ça coûte aussi moins cher à l'entreprise quand le travailleur est absent. Deuxièmement, on a un effet qu'on appelle productivité, qui est donc le fait que euh, conditionnellement à ne pas être en arrêt maladie, à se rendre sur le lieu de travail, la pollution de l'air peut affecter la productivité marginale des travailleurs, notamment peut-être via les effets de l'exposition à la pollution sur la cognition, mais aussi via ses effets sur la santé physique, puisque bah, quand, je sais pas, quand vous toussez en permanence, c'est plus difficile d'être productif au travail. Et dernièrement, on a en tête cet effet de demande qui comprend différents mécanismes lui-même. Donc d'une part, comme je l'ai déjà dit en introduction, les consommateurs exposés à la pollution peuvent modifier leur comportement soit parce qu'ils sont conscients des niveaux de pollution, ce qui n'est pas forcément le cas en France à cette période-là qu'on étudiait, soit parce que tout simplement ils sont eux aussi ils subissent les effets négatifs de la santé, de la pollution sur leur santé physique et ils vont donc renoncer peut-être à certaines activités d'achat parce ils se sentent pas bien. Mais on a aussi ici tout un effet de la pollution un peu plus indirect qui est sur le revenu disponible des gens, donc à la fois du fait des dépenses médicales associées et aussi, ce qu'on a en tête, c'est que dans la mesure où certains salariés vont entrer en arrêt maladie à cause de la pollution, s'ils ne sont pas intégralement compensés pour leur arrêt maladie par le biais d'accords collectifs, ce qui est le cas pour à peu près 40% des salariés en France, ils vont avoir ces délais de carence et ces jours de carence, et donc ça fait tout simplement une perte de salaire quand on est en arrêt maladie, ce qui évidemment va impacter le salaire disponible et peut faire baisser la consommation, potentiellement avec un délai d'un mois une fois qu'on a son salaire à la fin du mois. Donc pour toutes ces raisons, on s'attend à ce que la pollution ait en effet tangible, mais on ne connaît pas très bien la magnitude, c'est ce qu'on essaie de calculer dans cet article, sur le chiffre d'affaires des entreprises. Et ce qu'on met en évidence aussi dans un modèle théorique qui est dans notre papier, c'est que l'ampleur de la contribution de chacun de ces mécanismes aux pertes de chiffre d'affaires, ça va dépendre secteur par secteur de l'élasticité de substitution entre les différentes entreprises. Donc, pour le dire plus explicitement peut-être, en fin de compte, pour les entreprises qui ont tendance à être en grande concurrence les unes avec les autres et qui opèrent du coup avec des marges assez serrées, elles vont avoir davantage tendance à subir des pertes de chiffre d'affaires quand il y a une baisse de la productivité ou quand il y a une baisse de la demande des consommateurs. Et donc pour cette raison, on peut s'attendre à ce que d'emblée le secteur, notamment du commerce, donc que ce soit commerce de détail ou commerce de gros, soit plus affecté par la pollution que les autres. Et donc, à nouveau, ce qu'on va estimer dans ce papier, c'est dans ce travail de recherche, l'effet total de l'exposition aux particules fines sur les chiffres d'affaires des entreprises et plus en détail l'ampleur du premier mécanisme d'absentéisme l'absentéisme lié aux arrêts maladie. Et en fait, en creux, on n'a pas de données assez fines pour nous permettre de quantifier précisément l'effet productivité et l'effet demande. Mais en creux, la différence relative entre l'ampleur de l'effet absentéisme et l'ampleur de l'effet total sur les chiffres d'affaires, ça nous renseigne sur la magnitude potentielle de ces deux autres mécanismes.
Et puis, on a en plus je sais même pas comment on dit en français, des suggestive evidence, un faisceau de preuves, disons, sur les deux autres mécanismes de productivité et de demande. Donc, je passe maintenant à la présentation de nos données. Donc, en fait, on va constituer un panel assez inédit avec beaucoup de données très fines qui suit pour chaque mois en France au niveau de chaque municipalité française. Donc, donc ici, municipalité, c'est code postal. Donc, on a, disons, 6000 différentes petites régions ou codes postaux en France pour lesquels on va avoir des données sur l'exposition à la pollution et les conditions météorologiques dans ces municipalités. Et on va pouvoir lier ces données géolocalisées de pollution et de météo avec des données sur les entreprises, et notamment les chiffres d'affaires des entreprises, ainsi que des données sur les arrêts maladie des travailleurs. Donc les données de vente des entreprises, c'est en fait des données qui sont les données administratives de déclaration de TVA qui se font au niveau mensuel pour toutes les firmes qui excèdent un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc, ces données sont en fait disponibles pour 2 tiers de toutes les firmes, enfin toutes les entreprises françaises. On va en fait matcher ces données avec une base de données qui s'appelle IGIE qui renseigne pour 2%, un échantillon représentatif de 2% des salariés du secteur privé français, toutes les moments où ces salariés sont en arrêt maladie et ainsi que la firme, enfin l'entreprise dans laquelle il travaille, et même plus précisément, exactement quel est l'établissement au sein de cette entreprise dans lequel il travaille. Donc pour les grandes entreprises avec énormément d'établissements dans toute la France, par exemple un supermarché, on va savoir exactement dans quel supermarché, de quelle ville travaille et emploie ce salarié. Euh, et donc à la fin, on va combiner toutes ces données euh, spatialement parce qu'on a la municipalité où est chaque entreprise et chaque établissement de cette entreprise. Et on va constituer un panel mensuel au niveau de chaque établissement, qui est l'échelle à laquelle on va suivre les données sur les arrêts maladie des travailleurs. Et on a à peu près 400 000 établissements dans toute la France, donc qui sont représentatifs de tous les secteurs de l'économie. Et un panel au niveau entreprise, où on a ici 160 000 entreprises, qui représentent, si on combine tout leur chiffre d'affaires, à peu près la moitié du PIB, si on exclut l'agriculture et le secteur financier. Et pour chaque entreprise, on va reconstituer l'exposition moyenne à la pollution de l'air, à la météo et les arrêts maladie moyens, en tenant compte pour toutes les entreprises qui ont plusieurs établissements de la pollution à chacun des établissements qu'elles possèdent sur le territoire français. Donc, pour vous donner juste une idée peut-être plus précise de ce panel d'entreprises, donc on a ces 160 000 entreprises, on a à peu près 36% des entreprises qui possèdent plusieurs établissements sur le territoire français. C'est plutôt des grandes entreprises, donc elles ne sont pas représentatives de l'entreprise moyenne en France, puisque c'est celles qui font des déclarations de TVA mensuelles, donc c'est au-dessus d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Donc en moyenne, elles ont 60 travailleurs, qui est beaucoup plus que l'entreprise moyenne en France, qui est plutôt plus petite. Et on va grouper ces entreprises dans 4 grands secteurs. Donc, industrie, pardon. Donc, on a 20% d'entreprises dans l'industrie, 16% dans la construction, 31% dans tout ce qui concerne les services aux entreprises ou le commerce de gros, et 33% qui sont des entreprises destinées aux particuliers, de services aux particuliers et de commerce de détail. La raison pour laquelle on a groupé comme ça, c'est que on a en tête que le mécanisme de demande, on va le capturer plus particulièrement pour les entreprises pour lesquels les consommateurs finaux sont au même endroit que l'entreprise, ce qui est le cas plus pour ce secteur de la grande distribution, du commerce de détail, puisque quand il y a un choc de pollution, c'est-à-dire que, enfin, quand c'est plus pollué dans la municipalité où est l'entreprise, et ben, c'est aussi plus pollué pour les consommateurs qui résident aux alentours. Voilà. Donc, armé de ces données, on va maintenant pouvoir réfléchir à comment estimer l'effet de l'exposition à la pollution sur les chiffres d'affaires de ces entreprises et puis sur la propension de leurs salariés à entrer en arrêt maladie. Euh,
Et donc, j'essaie ici d'expliquer peut-être un peu plus grossièrement que le détail de slide le dit sur le côté méthode. Donc, on a en tête que on ne peut pas vraiment faire simplement une régression OLS, une régression linéaire simple où on régresserait euh, le chiffre d'affaires mensuel de chaque firme sur les niveaux de pollution observés chaque mois, puisque ceci, ça risquerait de capturer non seulement l'effet qu'a l'exposition à la pollution sur le chiffre d'affaires des firmes, mais aussi surtout enfin, aussi l'effet qu'a une augmentation de l'activité économique pour une entreprise donnée sur les niveaux de pollution locaux. Par exemple, on peut s'attendre à ça plus particulièrement dans le secteur de l'industrie, qu'une industrie assez polluante, si il y a un mois donné où elle a beaucoup de demandes, beaucoup de carnets de commandes et elle va produire beaucoup, bah, ça peut augmenter aussi la pollution localement. Or, nous, c'est pas du tout cet effet-là qu'on veut capturer, c'est l'effet contraire, enfin, dans l'autre sens, de l'exposition à la pollution sur le chiffre d'affaires de cette entreprise. Donc, on va utiliser pour contourner ce problème une méthode de variable instrumentale inspirée d'un autre article qui s'intéresse aux États-Unis, qui est basée sur le fait que on a en tête que les conditions météorologiques vont beaucoup influencer la dispersion des polluants et leur concentration dans l'atmosphère. Euh, et plus particulièrement, quand je dis conditions météo ici, on va utiliser la direction des vents. Donc, l'intuition pour le fait de mobiliser cette variation dans la direction des vents, c'est que euh, en fonction de la localisation des municipalités sur le territoire français, quand le vent souffle du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, ça va soit augmenter, soit baisser la pollution en moyenne, parce que ça va transporter la pollution qui venait du nord vers la municipalité. Et en fonction de où étaient localisées les activités polluantes par rapport à la municipalité qu'on a en tête, ça va mener donc soit à une augmentation, soit à une baisse de la pollution. Donc pour illustrer cette idée, vous voyez ici une carte avec toutes les codes postaux, donc enfin les municipalités qu'on va étudier. Donc c'est pour ça qu'il y a des trous qui sont en blanc, qui sont colorés en rouge ou enfin disons dans une gradation plus orange-rouge à chaque fois que lorsque le vent vient du nord, pour la carte de gauche, lorsque le vent vient du nord, dans cette municipalité-ci, ça va avoir tendance à augmenter les niveaux de particules fines en moyenne par rapport à quand le vent vient d'autres directions. Et donc, ce qu'on voit sur cette carte de gauche, c'est que pour tout le nord du pays, à chaque fois qu'on a un vent du nord, ça va plutôt avoir tendance à augmenter les niveaux de particules fines, alors que dans le sud de la France, le vent du nord va plutôt avoir un effet un peu nettoyant, enfin, en quelque sorte. Enfin, ça va plutôt chasser la pollution. Euh, Quand on regarde la carte de droite, on voit le même type de, excusez-moi, 2 secondes, de carte, mais pour le vent qui vient de l'Est. Et ici, et ça recoupe peut-être des choses que vous avez ou qui sont un peu connues, qui est que à chaque fois que le vent vient d'Est, ça va plutôt faire venir l'air qui est un peu plus pollué, soit des régions plus industrielles de la France, soit même des pays frontaliers. Et ça va plutôt avoir tendance à augmenter les niveaux de particules fines, là où, à l'inverse, le vent d'ouest, qui est ici à droite sur cette deuxième slide, le vent d'ouest qui ramène beaucoup d'air des courants enfin, océaniques voilà, de la façade atlantique ou de la Manche, ça va plutôt avoir pour effet de faire baisser la pollution. Donc tout ça pour dire que en fonction de là où le vent souffle, la direction dont le vent souffle, ça va avoir un effet tangible sur les niveaux de pollution locale. Et l'autre chose qui est importante, c'est que en fait, les directions du vent changent fréquemment. Donc, c'est vraiment très fréquent, même au sein d'une saison donnée. On a toujours des vents dominants, mais on a aussi beaucoup de variations dans la direction du vent. Donc, en fait, nous, on va utiliser euh, le fait que peut-être par hasard, en janvier 2009, à Paris, le vent était prédominamment d'est, et donc ça a beaucoup augmenté la pollution, alors que le mois suivant, le vent a surtout soufflé d'ouest, et donc ça a plutôt eu tendance à faire baisser la pollution. Et on va utiliser cette variation qui n'est pas très liée à l'activité économique des entreprises à Paris pour en fait comparer à la fin les niveaux de chiffre d'affaires de ces entreprises en janvier et en février, en se disant que tout ce qu'on n'explique pas de différence de chiffre d'affaires
entre janvier et février qui seraient liés à des effets de saisonnalité qui sont capturés par d'autres variables ou qui sont liés à des variables de contrôle qu'on va introduire dans l'analyse, comme le fait qu'il y a des vacances scolaires en février, ce genre de choses, et bah, ce qu'on n'arrive pas à expliquer par nos autres variables de contrôle, ce sera expliqué par ces différences de variation des vents et donc par l'effet que la pollution a eu sur ces niveaux de vente. Voilà, s'il y a des questions ultérieurement sur, plus sur la méthode, je suis ravie de répondre. Je ne sais pas exactement quelle est votre euh, maîtrise de ces notions de variables instrumentales, donc je continue et n'hésitez pas s'il y a des questions de compréhension. Donc concrètement, pour implémenter cette méthode dans notre analyse, on va en fait construire quatre variables qui pour chaque municipalité vont euh, résumer en quelque sorte à quel point dans cette municipalité le vent d'est, d'ouest, de nord ou du sud va avoir un effet soit plutôt polluant, soit plutôt euh, nettoyant euh, sur les niveaux de pollution. Et on va combiner ça, qui est la composante B ici sur ce slide, avec une variable qui nous dit pour chaque municipalité, pour chaque mois, à quel point le vent soufflait d'ouest, d'est, du nord ou du sud. Et, euh, et ce qu'on va montrer, c'est que cette variable-là, en fait, elle est très prédictive des niveaux de pollution qu'on observe dans chaque municipalité chaque mois. Euh, et donc par la suite, une fois qu'on est armé de cette variable-là, on va régresser tout simplement notre variable de résultat qui va être le chiffre d'affaires moyen pris au mois T et au mois T plus 1, dont on va prendre le logarithme, sur euh, le niveau de pollution les mois précédents. Et donc, c'est ce que vous voyez ici en bleu, ça va être le niveau de pollution observé chaque mois. Et on va partir du principe qu'il est probable que l'effet sur la pollution ne soit pas immédiat sur les ventes, mais qu'il arrive avec un certain délai. Donc, on va tester l'effet principalement de la pollution le mois précédent sur les ventes au mois T et au mois T plus 1. Et on va aussi contrôler pour un certain nombre de facteurs météorologiques, ainsi que pour un certain nombre d'effets fixes qui vont capturer disons des variations de chiffre d'affaires ou de pollution qui ne reflètent pas directement l'effet causal de la pollution sur les ventes. Contrairement à l'effet sur les ventes des entreprises, pour ce qui concerne l'effet sur l'absentéisme des travailleurs, on va partir du principe qu'on a un effet qui est immédiat. Et ça, c'est assez cohérent avec la littérature médicale sur le fait que c'est la pollution ce mois-ci, ça va potentiellement augmenter, enfin, affecter la santé des gens le mois même. Bon, je passe ici les détails plus techniques sur l'instrument. Euh, et euh, et j'en viens du coup aux résultats principaux de cette analyse, qui sont d'abord sur l'effet de la pollution donc le mois précédent sur les chiffres d'affaires des firmes ce mois-ci et le mois suivant. Et pour l'instant, on va raisonner à l'échelle de l'ensemble des entreprises de tous les secteurs confondus. Donc on les met tous dans le même échantillon. Donc on a 9 millions d'observations pour chaque entreprise, chacune des 160 000 entreprises observées tous les mois entre janvier 2009 et décembre 2015. Et ce qu'on va trouver, si vous regardez ces résultats de régression sur la colonne ici, Ivy, qui reflète la méthode de variable instrumentale que j'ai mentionnée précédemment, on va trouver que chaque mois où on a une unité supplémentaire de pollution aux particules fines, ça va baisser les ventes en moyenne des firmes ce mois-ci et le mois suivant de 0,45 ou 0,49% selon qu'on prend l'échantillon de toutes les entreprises ou l'échantillon des entreprises avec seulement un établissement. Et ça, si on traduit en élasticité, donc c'est-à-dire en relation entre 10% d'augmentation de la pollution et combien de pourcents de perte de vente ça occasionne, on tombe sur le résultat que 10% d'augmentation de la pollution le mois précédent va baisser en moyenne les chiffres d'affaires des entreprises ce mois-ci et le mois suivant de 0,7% en moyenne. Entre parenthèses, ici, je vous mets on a aussi en fait un petit effet contemporain qui est que 10% d'augmentation de la pollution même ce mois-ci, ça va baisser en moyenne les ventes ce mois-ci et le mois suivant de 0,2%.
Ce qu'on trouve aussi, c'est que l'effet, il est plus prononcé parmi les petites entreprises, qui serait plutôt cohérent avec le fait que les entreprises de taille plus petite, donc ici c'est avec moins de 15 salariés, ce qui est déjà assez grand, mais disons, elles vont être plus vulnérables à tout type de choc qui va affecter la productivité et la santé de leurs salariés. Donc maintenant, ce qui est intéressant au-delà de ce constat général et moyen, c'est de regarder à quel point certains secteurs d'activité sont plus vulnérables que d'autres. C'est déjà intéressant en soi, évidemment, pour comprendre quels secteurs vont plus souffrir, mais pour nous, c'est aussi intéressant pour mieux comprendre quels sont les mécanismes à l'œuvre. Et en fait, ce qu'on voit ici, donc je vous mets donc vous pouvez lire ce graphe comme étant l'estimation de l'effet moyen sur tous les secteurs d'activité. C'est la première ligne ici. Donc le point moyen avec son intervalle de confiance et en gris combien ça représente en termes d'élasticité. Donc on n'a que des effets négatifs puisqu'on a une perte de vente pour une augmentation de la pollution. Et on voit que sur notre moyenne de 0,7%, on a en fait un effet, ça masque une certaine hétérogénéité selon les secteurs. Et donc on a notamment pour le secteur de l'industrie et de la construction et du commerce entre entreprises ou des services aux entreprises, on a une élasticité qui est plutôt de l'ordre de 0,3 ou 0,4%. Donc une augmentation de 10% de la pollution va baisser les ventes de 0,3 ou 0,4% le mois suivant, alors qu'on a un effet qui est beaucoup plus significatif, beaucoup plus important pour le secteur du commerce de détail et des services aux particuliers, avec une baisse de 1,2%. Donc ça, c'est intriguant peut-être et intéressant sur quels sont les mécanismes qui expliquent ces baisses de vente. Et ce qu'on va constater aussi, qui est aussi un résultat important, c'est que si on regarde non pas juste l'effet de la pollution le mois précédent sur les ventes actuelles et du mois suivant, mais qu'on regarde aussi l'effet de la pollution les mois passés, on arrive à trouver qu'en fait, le moment où les entreprises sont le plus affectées par la pollution, c'est vraiment un mois après le moment où on a un choc de pollution, qui est représenté ici par cette ligne verticale avec l'axe des abscisses qui vous montre ici l'effet sur les ventes de ce choc de pollution, l'effet sur les ventes AT plus 1, AT plus 2, AT plus 3, AT plus 4, etc. Donc la façon de lire ce graphique, c'est qu'on voit qu'on a vraiment un effet qui commence dès le même mois où il y a de la pollution, qui est particulièrement important le mois suivant et qui en fait revient petit à petit à zéro jusqu'à voilà, 4 mois ou 5 mois après l'augmentation de la pollution, on n'a plus d'effet significatif sur les ventes des entreprises, ce qui suggère qu'on est vraiment ici sur un choc, enfin un effet un peu de court terme et pas une baisse permanente des ventes cette augmentation de pollution mensuelle. Ensuite, on peut s'interroger sur donc, les mécanismes qui ont occasionné cette baisse des ventes. Et comme je vous disais précédemment, on a des très bonnes données sur les arrêts maladie des travailleurs. Et donc ici, on va en fait répliquer le même type de graphique et d'analyse que celui que je viens de vous montrer, mais on va se demander cette fois non pas à quel point l'augmentation de la pollution ce mois-ci va baisser les ventes des entreprises, mais à quel point l'augmentation de la pollution ce mois-ci va augmenter le nombre de salariés qui entrent en arrêt maladie. Et en fait, on voit que le même mois où on a l'augmentation de la pollution, on va avoir une augmentation du nombre de salariés qui entrent en arrêt maladie qui correspond à peu près 1% d'augmentation de l'entrée en arrêt maladie pour 10% d'augmentation de la pollution. Et contrairement à l'effet sur les ventes des entreprises qui va mettre un peu de temps à se manifester dans le temps, et revenir à zéro seulement 4-5 mois plus tard. Ici, l'effet sur l'absentéisme des travailleurs, il est vraiment concentré le mois donc où il y a l'augmentation de la pollution. Ok, donc maintenant on sait que la pollution va baisser les ventes des entreprises, en moyenne et plus particulièrement pour le secteur de la grande distribution et du commerce de détail. On sait que une responsabilité peut être en partie imputée au fait que la pollution va
faire entrer certains salariés en arrêt maladie et donc forcément, on va avoir des pertes de jours de production. Et maintenant, on peut se demander quel est le rôle des autres mécanismes potentiels. Et une façon de répondre à ça, c'est de regarder, de même que pour l'effet sur les ventes, quels vont être les secteurs les plus affectés par cet effet sur l'augmentation de l'absentéisme des travailleurs. Donc on fait la même analyse que précédemment, mais cette fois on regarde non pas l'effet sur les ventes, mais l'effet sur l'entrée en arrêt maladie des travailleurs, secteur par secteur, et on voit que ici, c'est en fait le secteur de l'industrie qui va être le plus touché par l'effet de la pollution sur l'entrée en arrêt maladie. C'est en fait celui qui tire un peu tous les résultats, alors que par contraste, on a certains secteurs où on n'arrive pas très bien à détecter un effet de la pollution sur les arrêts maladie des travailleurs, notamment le secteur du commerce de gros et des services aux entreprises, qui est ici la troisième, quatrième ligne. Et donc, ça nous brosse un tableau où on a vraiment une incohérence, si vous voulez, entre quels vont être les secteurs les plus affectés par les pertes de vente et quels vont être les secteurs les plus affectés par les arrêts maladie liés à la pollution. Ce qui nous dit quelque chose sur le rôle des deux autres mécanismes. C'est un peu une preuve par l'absurde, quoi. Si c'était vraiment seulement les entrées en arrêt maladie des travailleurs qui expliquaient pourquoi la pollution affecte la performance des entreprises, on s'attendrait à ce que ce soit les mêmes secteurs qui sont affectés par les pertes de vente et les entrées en arrêt maladie. Donc ça suggère qu'il y a d'autres mécanismes qui ont un rôle à jouer ici. Par ailleurs, quand on fait un genre de proxy des pertes de vente associées à l'absentéisme, à l'arrêt maladie de un travailleur, on tombe sur une approximation de l'effet sur les ventes de ces jours de production perdus à cause des arrêts maladie des travailleurs qui est très faible par rapport à l'effet total que nous, on trouve sur les ventes. Donc, on trouve que les arrêts maladie peuvent être responsables au maximum de 3 à 4 de l'effet total qu'on a sur les pertes de vente. Donc, à nouveau, ça confirme qu'on a aussi un rôle pour l'effet productivité et l'effet demande. Et donc, ça, c'est des mécanismes qu'on va étudier euh, de façon moins précise. Mais on a quelques tests en tête pour voir si ces effets sont à l'œuvre ou pas. Donc, l'effet de la pollution sur la demande des consommateurs, comme je disais précédemment, ça, on sait qu'on peut l'étudier enfin, on sait que ce mécanisme va être à l'œuvre seulement si les entreprises servent une demande locale, puisqu'on mesure la pollution ici là où l'entreprise est localisée. Et donc, c'est plus particulièrement le cas pour le secteur du commerce de détail et des services aux particuliers. Et ici, le fait déjà d'avoir un effet plus important pour ce secteur-là, ça nous renseigne déjà un petit peu sur l'existence peut-être de cet effet demande. Et ce qu'on va constater aussi, c'est que, en fait, quand on découpe ce secteur commerce de détail, services aux particuliers en plein de sous-secteurs différents, puisqu'on a vraiment des données administratives très riches sur chaque entreprise, on sait exactement quel est son sous-secteur d'activité. On constate en fait que les baisses de vente sont plus particulièrement prononcées pour les types de sous-secteurs jugés moins essentiels ou plus discrétionnaires. C'est-à-dire, par exemple, au sein du commerce de nourriture, on a en fait un effet qui est beaucoup moins important sur les supermarchés. On a un effet qui est à peu près ici par rapport au restaurant, où on se dit que voilà, le restaurant, c'est plus une activité pas complètement nécessaire, dont on peut se passer si on est affecté par la pollution ou si on a une perte de revenus associée aux dépenses de santé liées à la pollution. Et de même, dans le secteur des plus alimentaires, mais plutôt de la vente de biens, on a un effet qui est assez limité sur la vente de voitures, ce qui est peut-être attendu si, bon, de toute façon, si on avait prévu ou on devait changer de voiture, ben, on va quand même changer de voiture, alors qu'on a des baisses de vente très importantes dans le secteur de la vente de l'habillement. Ce qui, à nouveau, voilà, c'est peut-être plus, on va renoncer plus facilement peut-être à la sortie shopping si on est affecté par la pollution ce mois-là au niveau des symptômes physiques ou si on a une perte de salaire liée au fait d'être en arrêt maladie, plus facilement que peut-être on va renoncer à des achats prévus de longue date comme le changement d'un véhicule. Et par contraste, quand on s'intéresse on a essayé d'isoler certains services où là c'est vraiment
compliqué d'y renoncer parce que c'est plus de l'ordre de la nécessité. Donc ici, on a tout le secteur de la réparation de voitures et de la réparation de biens. Et on voit qu'il y a zéro effet de la pollution sur les ventes dans ces secteurs-là. Ce qui à nouveau peut s'expliquer par le fait qu'on n'a pas trop le choix quand notre voiture est cassée ou notre ordinateur est cassé, il faut de toute façon le réparer. Et on a aussi un effet assez limité, donc j'appelle ça santé et beauté, c'est peut-être un peu euh, bizarre de regrouper les deux. C'est donc le secteur des pharmacies, dont on sait qu'il y a quand même une partie un peu essentielle d'acheter les médicaments, mais il y a aussi une partie un peu plus discrétionnaire de parapharmacie. Et on a ici, pareil, une baisse des ventes qui est limitée, ce qui pour nous suggère que euh, il y a bien un effet demande à l'œuvre dans la mesure où euh, on a une hiérarchie des effets sur les ventes qui recoupe un petit peu la hiérarchie du niveau de nécessité de consommer ces biens. Et on a, en ce qui concerne l'effet sur la productivité, là aussi, on n'est pas très bien équipé pour mesurer finement ce mécanisme parce qu'on n'a pas de données mensuelles sur la productivité horaire des travailleurs présents. Mais on fait en fait un test indirect qui prouve, selon nous, l'existence de ce mécanisme, qui est qu'en fait, on va s'intéresser au secteur de l'industrie, dans lesquels, donc c'est un secteur très grand, voilà, le secteur manufacturier, et pour chaque sous-secteur, on est en mesure de dire si c'est un sous-secteur qui a plutôt tendance à opérer avec des niveaux de stock importants ou pas. Et en fait, on va séparer les sous-secteurs du secteur manufacturier entre ceux qui travaillent avec beaucoup de stock et ceux qui font plutôt du just-in-time, qui ont peu de stock. Et on va avoir en tête que tous ceux qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de stock, quand bien même leurs salariés vont être affectés par la pollution un mois donné, et donc vont être moins productifs, ces secteurs-là, ces entreprises-là vont toujours être en mesure de vendre les stocks existants. Et du coup, au moins à court terme, elles vont pouvoir se protéger contre la baisse de productivité de leurs salariés en vendant plus de stocks, de telle sorte qu'on ne va pas forcément observer de baisse de leurs ventes. Alors que les entreprises qui sont plutôt en just-in-time, qui travaillent vraiment plus sans avoir de stock existant, dès lors que leurs salariés deviennent moins productifs à cause de la pollution, ça va plus directement se manifester dans leurs ventes. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que face à une même augmentation de la pollution aux particules fines, c'est vraiment en fait les firmes, les entreprises qui font partie de secteurs avec des stocks très faibles qui vont subir l'essentiel des pertes de vente. Et donc pour nous, ça prouve qu'il se passe vraiment quelque chose du point de vue de leurs salariés. Et par ailleurs, évidemment, l'explication pourrait être que leurs salariés sont plus facilement en arrêt maladie que les salariés des entreprises avec des forts niveaux de stock quand il y a un choc de pollution, mais on vérifie bien que l'effet sur les arrêts maladie, il est exactement le même dans les deux types d'entreprises. Donc pour nous, ça, c'est voilà, un peu une preuve, ou en tout cas, c'est suggestif du fait qu'il y a aussi une baisse de la productivité des travailleurs, même ceux qui ne sont pas en arrêt maladie, qui va se traduire par une baisse des ventes. Bon, on fait plein de tests pour montrer que nos résultats ne sont pas sensibles à telle ou telle source de données qu'on utilise ou telle spécification. Je peux revenir là-dessus aussi s'il y a des questions. Mais je pense peut-être plus intéressant dans le cas de ce webinaire. Je voulais revenir sur l'exercice qu'on fait pour comprendre quels sont les bénéfices associés au fait d'avoir des niveaux de pollution plus faibles en France. Donc ici, on fait ce fameux raisonnement où on va imaginer un scénario où en fait la France respecte les seuils préconisés par l'OMS qui sont donc de 15 microgrammes par mètre cube pour l'exposition de court terme, c'est-à-dire pour l'exposition chaque jour aux particules fines. Et ça, on va mesurer combien ça exige de baisse de particules fines pour chaque journée de nos données. On va regarder combien ça fait de baisse d'exposition aux particules fines pour les travailleurs des entreprises de notre échantillon et les entreprises de notre échantillon. Et on va combiner cette baisse de pollution avec notre effet estimé sur
combien, combien de pertes de ventes sont associées à chaque unité de pollution. Et on va arriver à du coup des gains en termes de ventes supplémentaires qui auraient pu survenir si la pollution avait été plus faible et n'avait jamais excédé 15 microgrammes par mètre cube. On aboutit du coup à des ventes additionnelles, ou disons, on l'appelle plutôt des pertes de ventes évitées, mais donc il s'agit donc de ventes additionnelles, qui vont être d'un niveau équivalent 25 milliards à 38 milliards d'euros chaque année, ce qui est à peu près 1,5% de l'ensemble des ventes de ces entreprises, et ramené en valeur ajoutée, ce qui est la mesure un peu plus pertinente pour notamment comparer au PIB, ça fait à peu près entre donc 7 milliards et 10 milliards d'euros. Par ailleurs, il y a aussi une économie de 1% sur les indemnités journalières liées aux arrêts maladie. Mais donc l'essentiel du gain monétaire ici, il est plutôt sur les ventes des entreprises plutôt que sur l'économie pour la sécurité sociale des arrêts maladie. Et ce qui est important ici, c'est bien de souligner que d'habitude, quand on fait des analyses coûts-bénéfices pour voir la pertinence d'avoir une régulation environnementale plus stricte, notamment sur les niveaux de pollution de l'air, on a tendance à ignorer ce type de bénéfices qu'on peut appeler des bénéfices disons, plus économiques stricto sensu par rapport à des bénéfices d'ordre plus sanitaire qui vont, eux, être pris en compte en général dans ces analyses. Euh, alors même que en ordre de grandeur, ils sont vraiment importants, ces bénéfices, puisqu'ils sont à peu près comparables aux bénéfices en termes de mortalité évitée pour les personnes âgées. Et ils sont aussi supérieurs, enfin en tout cas pour la borne haute de notre intervalle, ils sont supérieurs au coût de la régulation, donc au coût estimé pour l'économie de baisser la pollution pour être aligné sur ces seuils de 15 microgrammes par mètre cube. Ce qu'on peut aussi souligner, peut-être avant de conclure, c'est que euh, l'année dernière, l'Union européenne a adopté en fait des seuils de qualité de l'air plus stricts qu'actuellement, mais moins stricts que ceux préconisés par l'OMS, qui sont un seuil du coup de 25 microgrammes par mètre cube et dont il est seulement exigible qu'il soit atteint par les différents États membres pour 2030. Et on a du coup calculé que si on prenait comme référence cette nouvelle réglementation, au lieu de prendre la réglementation plus stricte de l'OMS, on aurait eu des bénéfices économiques en termes de chiffre d'affaires et de valeur ajoutée qui sont 60% inférieurs à ceux qu'on a calculés. Évidemment, il y a un certain nombre de limites à notre analyse, euh, et donc je tenais à les mentionner avant de conclure, qui sont que ici, on va raisonner avec des microdonnées sans forcément tenir compte des effets dits d'équilibre général ou par exemple des spillovers entre les différentes firmes. Et on va aussi on ne va pas tenir compte du fait que potentiellement, sur la période plus récente, puisqu'ici nos données s'arrêtent en 2015, les entreprises disposent de nouveaux moyens de protection contre la pollution de l'air, comme les filtres anti-pollution qui sont un peu plus répandus qu'à la période qu'on étudie, mais je n'ai pas les données, mais je crois néanmoins que c'est assez rare les bureaux ou les entreprises qui s'équipent de ces filtres anti-pollution. Mais pourrait permettre d'atténuer l'effet de la pollution sur les travailleurs notamment. Voilà, donc pour conclure, c'est à notre sens le premier papier qui étudie vraiment l'effet causal de la pollution de l'air sur les entreprises et les travailleurs à l'échelle d'une économie entière et non pas une étude de cas sur une ou deux entreprises ou une ou deux usines. On trouve des coûts économiques de la pollution atmosphérique qui sont importants, mais aussi hétérogènes secteur par secteur, avec une baisse des ventes d'environ 0,7% en moyenne sur tous les secteurs pour 10% d'augmentation de la pollution, et une augmentation des arrêts maladie. Donc, il y a bien un coût sur la santé des travailleurs tangible de 1%. Mais néanmoins, on trouve aussi que l'absentéisme n'est vraiment pas le principal mécanisme qui explique les pertes de vente et qu'il y a aussi un rôle pour les pertes de productivité des travailleurs, quand bien même ils ne sont pas si malades que ça, et un rôle pour la baisse de consommation des consommateurs. Et tout ça suggère, in fine, que avoir des standards de qualité de l'air plus stricts, ça pourrait en fait générer des bénéfices en termes économiques qui ne sont pas forcément pris en compte actuellement et qui sont comparables aux bénéfices en termes de mortalité évitée.
Voilà, je veux bien répondre à vos questions si vous en avez et merci pour votre temps. Merci beaucoup Marion pour cet exposé. Alors j'ai déjà fait une petite synthèse des questions qui étaient posées dans le chat. Donc il y en a une première qui a été, je crois, reprécisée par Marion sur le périmètre de ces 7 milliards d'euros qui seraient économisés, qui sont bien des périmètres France, puisque Oui, l'étude c'est bien côté ouais, France et pas ouais. sur une autre échelle. Euh, dans les autres questions que je ne vais pas forcément poser dans l'ordre, une question aussi sur, je dirais, la base un peu du modèle, une question concernant l'absentéisme, pour savoir si l'impact de cette perte de revenus n'était pas compensé sur l'ensemble de l'économie par sa réallocation. Et la question était de savoir si un tel effet de réallocation éventuelle était pris en compte dans le modèle, dans l'étude qui était effectuée. Alors, je suis pas exactement sûre de voir à qui serait réalloué ce revenu. Donc ici, on parle de la perte de revenus liée au fait que quand on est en arrêt maladie, on a un taux de remplacement qui n'est pas forcément à 100% de son salaire. Euh, donc oui, et du coup, ça fait, on modélise dans la partie théorique le fait que pour l'entreprise, potentiellement, ça va être un gain dans la mesure où si ce salarié n'était pas très productif à la base, elle n'est pas obligée de le payer pour ces 3 jours et peut-être qu'elle trouve un moyen de le remplacer à moindre coût par d'autres travailleurs. Mais en tout cas, c'est pas pris en compte dans notre modèle ou dans notre estimation le fait que dans certains cas, peut-être ça pourrait augmenter les profits des entreprises si certains de leurs travailleurs très peu productifs sont en arrêt maladie. Voilà. Et au cas où j'ai mal compris la question, n'hésitez pas à me la préciser. Merci. Alors, également, il y avait une question qui a été posée avant que tu y répondes un peu, à mon avis, sur l'industrie, le cas particulier de l'industrie des médicaments et de soins, Hmm. où on voit, c'est le secteur health and beauty Ouais, qui est ouais. dedans, et où on pourrait se demander si, quand il y a une augmentation de la pollution, finalement, on consomme plus de médicaments, donc d'une Hmm. certaine façon, ça pourrait augmenter la demande. Tout à Mais qui, fait. si je comprends bien, est peut-être compensé par le fait que sur les autres aspects parapharmacie, Hmm. notamment, ça Ouais. baisse. Oui, c'est ça. Bah, on s'attendait aussi, nous, peut-être à pouvoir isoler cet effet-là, hein. On s'attendait à ce que peut-être pour les pharmacies, on voit plutôt une augmentation des ventes. Mais c'est pas ce qu'on a constaté. Et j'ai plus en tête les chiffres, mais du coup, je me disais qu'à la fin, en termes de pourcentage du chiffre d'affaires, peut-être que les médicaments prescrits spécifiquement pour les pathologies associées à la pollution de l'air, c'était tellement faible dans le chiffre d'affaires que c'était pas suffisant pour voilà, compenser les baisses éventuelles, comme tu dis, Olivier, du point de vue de la parapharmacie, des crèmes, etc. D'accord. Alors, il y avait également une autre question sur le fait que la variable pollution est corrélée à la météo, Mm. et donc que l'effet d'une baisse des ventes pourrait être affecté par la pluie qui n'incite pas au Oui, shopping. oui, Voilà. tout à fait. Et c'est vrai que je suis passée un peu vite sur la partie voilà, équation de régression ici, mais en fait, on va vraiment contrôler très finement pour les autres paramètres météo. Donc en fait, on va vraiment utiliser la variation de direction des vents comme quelque chose qui prédit une pollution plus ou moins élevée, mais tout en contrôlant pour la température moyenne ce mois-ci, les niveaux de précipitation et même la vitesse du vent, puisqu'on a en tête que ces paramètres météo, ils vont aussi affecter la pollution, aussi affecter la propension à être en arrêt maladie et avoir un effet sur l'activité économique et notamment la consommation. Donc ça, c'est vraiment toute chose par ailleurs. Voilà, c'est contrôlé. Alors, il y avait également une des dernières questions qui avait été posée pendant l'intervention sur l'effet de 10% de particules fines supplémentaires, qui est un effet ici purement linéaire, c'est ça? Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas de différence suivant qu'au départ, on part d'un niveau de particules fines Oui. plus ou moins important, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est une question qui revient très souvent, c'est la question de la ligne. Est-ce que c'est plausible que les effets soient en effet linéaires? Puisque je pense qu'on a tous en tête plutôt des effets de seuil où
plus la pollution était élevée à la base, et peut-être pire c'est pour ma santé et pour du coup les pertes de production des entreprises. En réalité, on trouve dans voilà, un genre de graphe qu'il y a une relation qui est plutôt linéaire, ce qui est en fin de compte assez proche de résultats de la littérature récente, qui montrerait que sur des niveaux de pollution assez modérés comme l'Europe, en gros, en fait, ça va pas forcément être bien pire quand on est exposé à des niveaux un peu plus élevés qu'un peu plus faibles. Voilà. Ce qui est moins le cas au Mexique, par exemple, il y avait une étude où c'est beaucoup plus pollué. Là, quand on est sur des niveaux vraiment très élevés, ça va en effet être bien pire. Très bien, merci. Alors, je vois qu'il y avait également une nouvelle question dans le chat, donc je la découvre, donc je la lis telle qu'elle. Avez-vous fait des analyses sur la partie positive de la courbe, i.e., s'il y a moins de pollution, il y aurait plus de ventes? Sinon, au-delà de la question de la convexité-concavité de la courbe, cela remet en cause la causalité identifiée? Non. Point d'interrogation. Même question sur l'absentéisme. Oui, bah alors, en fait, quand on dit que on présente tous les résultats sous la forme de une augmentation de la pollution, ça va causer une baisse des ventes et une augmentation de l'absentéisme, mais ceci, c'est vraiment basé sur une variation de la variable de pollution qui peut soit augmenter, soit baisser. Et après, le coefficient qu'on obtient, on l'interprète euh, en disant une augmentation d'une unité, ça fait telle baisse des ventes, mais en fin de compte, on pourrait tout aussi bien symétriquement renverser l'interprétation. Et je pense que la deuxième moitié de la question, du coup, est liée avec la question de concavité, convexité. Donc, comme je disais, il semble que sur notre échelle enfin, sur l'intervalle de niveau de pollution qu'on a en France, c'est plutôt une relation assez linéaire. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On a un peu passé l'heure. Sinon, j'en ai une peut-être une dernière sur l'effet cumul potentiel, c'est-à-dire que on pourrait imaginer notamment s'il y a dans certaines zones géographiques des répétitions d'épisodes de pics de particules fines. euh, on pourrait avoir soit une usure, soit éventuellement une adaptation qui ferait Mm. que potentiellement les gens finalement se comportent en business as usual à force d'être habitués à ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites dans le domaine qui permettraient de voir si finalement on s'habitue à ça? Ouais, c'est une très bonne question parce que notamment sur les questions de changement climatique et d'augmentation des températures, on a en tête hein, qu'il y a un phénomène aussi où il y a une certaine adaptation et qu'on a moins de mortalité associée à des températures très élevées dans les pays chauds que en France, par exemple. Alors, on n'a pas fait, nous, une analyse dans le cadre de la France. Par contre, c'est vrai que contrairement à... c'est un peu proche de la question précédente sur la convexité ou la concavité. C'est dans des pays qui sont plus pollués ou des villes très polluées en Chine, on n'a pas forcément un effet sur la mortalité qui est 5 fois plus élevé que l'effet sur la mortalité dans des pays 5 fois moins pollués. Donc ça pourrait suggérer qu'on a une certaine adaptation. Ou aussi peut-être qu'il passe par des mécanismes d'adaptation privés, comme le fait d'avoir plus de filtres ou de mettre plus de masques, dont on sait que c'est un peu plus Mhm. courant dans les villes chinoises, pré-Covid en tout cas, qu'en France. Mais on n'a pas étudié cette question. Très bien. En tout cas, merci, merci beaucoup Marion. Merci à tous pour votre participation. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions qui arrivent. Et puis on a dépassé un petit peu l'horaire. Donc merci à toutes et tous, et surtout donc à Marion qui a travaillé ce soir en présentant ses résultats. Et à très bientôt donc. Ben, merci beaucoup à vous et désolée si j'ai un peu excédé le temps. Non, non, c'est tout à fait normal. Merci. Au Au revoir. revoir.